Je vais tout de suite donner la parole à notre dernière intervenante, donc Céline Bette-Simon, qui est psychologue à l'hôpital Necker et qui est doctorante en psychologie. Voilà. Juste avant de commencer, c'est vrai que la question que vous posiez, c'est la question du dépistage et de le rendre systématique ou obligatoire, c'est pas la même chose déjà, je vais en parler plus tard. Et puis c'est la question du dépistage et du diagnostic, parce que dans le dépistage, moi je vais vous parler, je ne sais pas si vous m'entendez, bien. D'accord. C'était des taches de vent, moi j'entendais rien derrière quand je suis arrivée et c'est impressionnant comme on entend mieux à quelques mètres. On n'entend rien au porte-manteau et là j'entends très bien au quatrième rang et comme devant. Alors je vais essayer de parler plus fort, ce qui est un exercice pour moi en soi. Moi je vais vous parler par exemple d'un dépistage. Alors c'est pas le dépistage du cytomégalovirus, c'est pas un dépistage anténatal, c'est un dépistage pour lequel pourtant il y a 50 ans d'ancienneté et pour lesquels, une fois que le dépistage a eu lieu, dans l'annonce diagnostique et dans les pratiques, il y a quand même encore une énorme hétérogénéité. Donc moi je travaille dans le dépistage néonatal systématique, c'est un dépistage qui existe depuis 1972 en France. C'est un dépistage, et on voit l'importance quand même du côté associatif derrière tout ça, qui a été mis en place à l'initiative d'une association, l'Association française pour le dépistage et la prévention du handicap de l'enfant, avant que son organisation ne soit confiée en 2018 à des centres régionaux sous l'égide d'un centre national de coordination. Donc c'est une action de santé publique qui a permis de généraliser le dépistage d'une maladie, d'abord la phénylcétonurie, à l'ensemble des nouveau-nés, déjà, parce que c'est quelque chose de régional au début, puis ensuite d'élargir ce dépistage à d'autres maladies, dont 9 maladies héréditaires du métabolisme, c'est les maladies sur lesquelles je travaille, et à d'autres maladies dont je parlerai plus tard. Et donc voilà, le premier point de rencontre peut-être entre le dépistage néonatal et le cytomégalovirus, c'est cette perspective, le fait qu'il s'inscrive dans une politique de santé publique. Et moi j'ai retenu une définition de la santé publique, mais il y en a certainement d'autres, celle donnée par Winslow en 1923, donc elle est ancienne, qui serait la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie, de promouvoir la santé à travers les efforts coordonnés de la collectivité, l'organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et le traitement préventif des maladies. Alors c'est une définition ancienne et longue, mais qui souligne quand même l'importance de ce côté de prévention dont on a déjà parlé, mais aussi les efforts collectifs qu'impliquent les santé publiques. Alors, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord avec cette tension collective individuelle. En tout cas, en tant que psychologue, c'est vrai qu'au niveau des enjeux psychiques, je suis assez d'accord avec Frédéric Worms, qui dit que ces politiques de santé publique sont bien évidemment nécessaires, mais que parfois, eh bien, il est vrai qu'elles mettent au premier plan le collectif au détriment de l'expérience subjective d'une maladie. Et c'est une tension que moi j'interroge d'un point de vue psychique. Alors, comment se passe le dépistage néonatal d'un point de vue individuel ? Eh bien, au 3e jour de vie, on fait un prélèvement au étalon du bébé en général sur un petit buvard, c'est le test de Guthrie, et c'est un test qui, lui, est systématique, ça y est. Mais il n'est pas obligatoire. Et alors que les réflexions qui concernent son extension ont lieu en ce moment, eh bien, il faut remarquer que le taux de refus augmente depuis 10 ans de manière régulière et assez significative. Donc ça pose aussi la question du droit de savoir, du droit de ne pas savoir, du droit de refuser, alors que cette décision va impacter la vie des nouveau-nés. Les buvards vont être ensuite envoyés vers des laboratoires de dépistage pour être analysés et les résultats vont être disponibles alors que la famille est déjà rentrée à domicile. L'urgence d'une mise en place d'un traitement ou d'une prise en charge et ce contexte d'un bébé à domicile font que cette annonce ne peut se faire, de suspicion encore, ne peut se faire que par un appel téléphonique aux parents alors que l'enfant est complètement asymptomatique. Donc c'est cet appel qui va constituer un effroi pour les parents parce qu'il n'y a eu justement aucun signe qui a permis une anticipation. Et c'est cet appel qui, comme le dit Langeard, va faire rentrer la famille dans le champ de la maladie. En France, c'est la Haute Autorité de Santé qui va recommander les dépistages. Alors c'est quand même une entité indépendante qui va faire une proposition ensuite au ministère, suite à une saisine par une société savante, une association ou une filière de santé maladies rares,
voire suite à une autosaisine, et c'est ce qui s'est passé pour les 7 nouvelles maladies du métabolisme qui sont dépistées depuis le 1er janvier 2023 et dont je pense très peu de gens sont au courant ici parce que la question de la formation elle est centrale et je crois qu'elle a été encore une fois pas très bien diffusée. Donc à ce jour, il y a 14 maladies dépistées, 9 maladies héréditaires du métabolisme, mais aussi l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale, la mucoviscidose en 2022 et la surdité en 2014. Et il y a la drépanocytose qui donne lieu à un dépistage pour l'instant en population ciblée, mais il y a eu une recommandation qui a été validée, je crois, pour que son dépistage se généralise. Donc, à propos de cet objectif de prévention, il dépend de critères éthiques, et le Conseil national d'éthique a prononcé de nombreux avis, notamment en 2002, quand il y a eu le dépistage de la mucoviscidose, et de critères dont vous aviez parlé, les critères de l'OMS, de Wilson et Junger. Et c'est vrai que c'est des critères qui ont servi de socle pendant très longtemps pour toutes ces questions de dépistage, jusqu'en 2002, je reviendrai, où le dépistage de la mucoviscidose a nécessité de faire bouger un peu les choses. Alors, ils sont remis en question en ce moment, c'est vrai, ces dépistages. Est-ce qu'il faut s'en passer parce qu'ils sont anciens? Est-ce qu'il faut s'y référer de manière très dogmatique? Nous pensons que peut-être qu'il ne faudrait pas les conserver comme un cadre enfermant, mais peut-être les garder comme un cadre contenant à interroger en permanence et dans le cadre du dépistage néonatal dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Moi, je vais essayer de déplier un petit peu ces critères, voir s'il y a des choses qui peuvent servir pour la réflexion du dépistage du cytomégalovirus, par exemple. Je vais juste revenir aussi sur la rareté, effectivement, de ces maladies, puisque c'est vrai que les maladies rares, c'est des maladies qui ont une très faible incidence, mais prises collectivement, elles représentent un très grand nombre de malades, puisque l'Institut Imagine donnait récemment le chiffre de 7000 maladies rares et 3 millions de patients. Donc parmi les critères de l'OMS qui concernent la maladie, eh bien, il y a les critères de l'histoire naturelle. Elle doit être connue, et c'est vrai que pour les maladies qui sont dépistées actuellement, l'histoire naturelle de la maladie est connue, et l'histoire naturelle avec un traitement aussi est connue. Mais toutefois, en raison des progrès technologiques, surtout ce qu'on appelle la spectrométrie de masse secondaire depuis 2020, et sous l'influence de certains représentants d'associations de patients et de biologistes, il y a des études pilotes en cours qui sont menées sur la faisabilité, et faisabilité, c'est pas forcément souhaitabilité, du dépistage de certaines maladies pour lesquelles l'histoire naturelle avec un traitement serait peu connue, ou pour lesquelles on n'a pas de recul sur les avantages d'une prise en charge précoce, voire même sur des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement disponible. Alors, le deuxième critère, c'est le critère asymptomatique. Et c'est à la fois ce qui va constituer un choc pour les parents qui reçoivent l'appel, parce qu'encore une fois, il n'y a aucun signe qui leur a permis d'anticiper cette annonce, mais c'est aussi cet intervalle entre dépistage et apparition des symptômes, l'intervalle libre, qui va permettre justement l'action de prévention par la mise en place d'un traitement précoce. Les critères qui concernent le traitement, et c'est pour ces critères justement qu'il y a énormément de discussions en ce moment. L'OMS précise qu'il doit être disponible, efficace et acceptable. Aujourd'hui, alors c'est un critère qui a évolué justement en 2002 avec la mise en place du dépistage de la mucoviscidose, parce qu'au moment où le dépistage a été décidé, il n'y avait pas de traitement efficace pour la maladie elle-même, mais un bénéfice au niveau de la prise en charge qui permettait d'améliorer de manière significative les manifestations de la maladie et la qualité de vie des patients. Aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas le cas pour les maladies qui sont en discussion. Les critères qui concernent les tests, ils doivent être sensibles, spécifiques et acceptables. Il faut savoir que c'est une démarche très lourde, la démarche de dépistage néonatal, qui implique énormément d'acteurs. Et on remarque que malgré une sensibilité et une spécificité des tests et une ancienneté, encore une fois, de 50 ans, il y a encore un nombre de faux négatifs trop important. De plus, la mise en place des nouveaux dépistages nécessite une adaptation des seuils biologiques pour discriminer vrais positifs et faux positifs. Et aujourd'hui, il y a encore un nombre important de faux positifs, j'en parlerai plus bas. C'est des tests qui sont acceptés puisque avec le prélèvement d'une petite goutte de sang, on arrive à dépister plusieurs maladies. Les critères maintenant de l'OMS qui concernent les nuisances physiques et psychologiques qui doivent être moindres que les bénéfices attendus. Alors, comme expliqué plus haut, donc il y a des nouveaux dépistages qui ont été mis en place le 1er janvier 2023.
Et c'est vrai que ces nouveaux dépistages nécessitent un taux d'adaptation qui cause énormément de faux positifs. Alors les faux positifs, c'est quoi? C'est les enfants qui finalement ne vont pas présenter la maladie, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ces enfants malades, non malades, mais pour lesquels on va observer un passage accru aux urgences, une hypervigilance des parents liée justement à ce choc de cette annonce de suspicion. Et de nombreux chercheurs ont décrit ce qu'on appelle le syndrome de l'enfant vulnérable. Il faut savoir aussi que toutes les maladies qui sont dépistées par le dépistage néonatal nécessitent parfois des examens supplémentaires, comme par exemple le test de la sudation pour la mucoviscidose. Et le délai entre le test de dépistage et la confirmation diagnostique peut prendre parfois 45 jours. C'est un délai qui est extrêmement anxiogène. Enfin, certains tests permettent également de découvrir ce qu'on appelle des porteurs sains. Donc, c'est des enfants qui ne développent pas la maladie, mais qui sont porteurs d'un allèle. Je ne suis pas du tout généticienne, mais en tout cas... Et qui indiquent la présence de la maladie dans la famille. Donc, ils vont entraîner peut-être d'autres choix de grossesse, d'autres projets de vie. Mais pour l'instant, toute cette anxiété, comme l'anxiété aussi qui est liée à l'annonce de la maladie, toutes ces nuisances sont palliées par le bénéfice d'un traitement qui existe ou la mise en place d'une prise en charge précoce. Au niveau des critères qui concernent le coût économique, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure pour le CMV. Alors moi j'avais trouvé une étude d'Audibert qui chiffrait à 200 000 € pour une maternité réalisant près de 2000 accouchements, ça ferait à peu près 200 € par enfant, là où le dépistage néonatal systématique revient à 4 € par enfant, donc c'est un coût qui est acceptable. Donc voilà comment tous ces critères finalement servent de socle au dépistage néonatal. Et à partir de ces critères, je vais, sans m'attarder trop sur les critères, sur les principes de la bioéthique, peut-être juste insister sur le principe d'autonomie. Parce que j'ai l'impression que le principe d'autonomie, c'est le principe qui rejoint le plus le droit d'avoir une information claire. Et l'information, c'est beaucoup revenu en fait cette matinée. Et ça rejoint aussi le droit de refuser. Alors pour les maladies dépistées, il y a de nombreuses recherches qui ont été faites, la revue de la littérature est assez riche à ce niveau-là, et ce qui semble accrédité, c'est une information en plusieurs temps, parce qu'on sait que le moment de l'accouchement, c'est quand même une période très chargée émotionnellement. Je ne sais pas si on pourrait parler de vulnérabilité, en tout cas généraliser ça, mais en tout cas c'est une période de remaniement et de bouleversement psychique importante, et c'est une période où il y a énormément d'informations reçues de la part des parents. Donc les études suggèrent une information dès le 3e trimestre de grossesse et un rappel au moment de la naissance. Les associations demandent donc une information claire, orale, suppléée par un écrit concis et accessible dans toutes les langues, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que la question de l'information, à notre avis, a une incidence sur l'acceptation réelle du test, et on a vu que le taux de refus est en constante augmentation, mais aussi sur son acceptation symbolique, c'est-à-dire la manière dont les parents vont réussir à métaboliser un résultat s'il est positif. Et cette information, elle passe aussi par une collaboration avec les médecins de ville. Parce qu'un parallèle encore qui peut être fait, peut-être, c'est le manque de connaissance des professionnels de santé sur un dépistage, encore une fois, qui a quand même 50 ans d'ancienneté. Et cette méconnaissance, elle entraîne aussi une hétérogénéité des pratiques. Bon, au niveau du principe de bienfaisance, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des bénéfices directs pour les nouveau-nés, mais par rapport aux maladies qui sont pour l'instant en discussion et pour lesquelles il y a des traitements avec des données secondaires pour des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement, une espérance de vie jusqu'à 19 ans maximum quand même, et bien ça pose la question des thérapies innovantes qui vont modifier l'histoire naturelle et qui entraînent une incertitude sur le long terme avec des zones qui ne permettent pas de se positionner pour l'instant quant à un dépistage. Bon, principe de non-malfaisance, c'est bon. Principe de justice. Aujourd'hui, le dépistage néonatal, c'est vrai, est accessible sur l'ensemble du territoire national, dans les dom-toms aussi. Mais c'est vrai que si la Haute Autorité de Santé a demandé une réflexion sur l'extension du dépistage en France, c'est parce qu'il y a un certain retard par rapport à ses voisins européens. Et effectivement, des patients frontaliers n'hésitaient pas à aller se faire accoucher dans des pays européens. Donc au niveau de
cette équité, en fait, il y a peut-être un effort à faire au niveau de l'extension. Alors je vais finir par vraiment des questions et des discussions, puisque le débat autour de la systématisation ou pas du cytomégalovirus rejoint par endroits ce que j'ai cru comprendre en préparant cette intervention, l'extension du dépistage néonatal. Il pose beaucoup de questions, mais ce qui doit vraiment primer selon nous, c'est quand même l'intérêt du principal concerné, c'est-à-dire l'enfant dépisté, qui ne peut pas s'exprimer. Parce que comme s'il le souligne très bien Vailly, qui a travaillé sur la question, eh bien, si ces politiques permettent d'intégrer les très jeunes enfants dans les politiques sanitaires, eh bien, en réalité, dans la pratique, les équipes soignantes, elles sont confrontées à l'intégration des parents dans l'application de ces politiques. Et à côté de la dynamique collective-subjective, il y a une dynamique enfant-parent. Et c'est d'ailleurs un des axes de réflexion quand on envisage l'extension du dépistage de notre côté, de nous demander à qui profite le dépistage, quel intérêt privilégier. Est-ce que, alors c'est vraiment que des questions, est-ce que, comme le disent certains, il faut, quand il n'y a pas de maladie, quand il n'y a pas de traitement, encore une fois, est-ce qu'il faut privilégier l'intérêt de certains parents qui vont mettre en avant le pouvoir d'anticiper la survenue d'un handicap, de bénéficier d'un conseil génétique pour des grossesses futures, ou est-ce qu'il faut privilégier l'intérêt d'un enfant qui a le droit de bénéficier d'être regardé et considéré autrement que comme un enfant malade jusqu'à l'apparition de ses symptômes? Je parle encore une fois dans le cas où il n'y aurait pas de traitement. Est-ce qu'il faut faire le pari que le dépistage néonatal permettrait d'améliorer la qualité de vie des enfants dépistés en évitant une errance ou en permettant une inclusion plus précoce dans des programmes thérapeutiques? Il faut savoir qu'aux États-Unis, un grand nombre de maladies a été dépisté avant, pour certaines, d'être tirées des protocoles du dépistage. La question de l'obligation aujourd'hui se pose aussi, toujours dans l'intérêt primordial de l'enfant, mais qu'est-ce qu'un refus entraîne comme conséquence quand il prive un enfant d'une prise en charge précoce? À l'exemple, par exemple, du dépistage de la surdité, eh bien, si jamais le dépistage était obligatoire, que faire pour ces parents qui revendiquent la surdité comme une identité culturelle? Est-ce que le fait de rendre obligatoire le dépistage, ça garantirait une adhésion des parents à la prise en charge nécessaire ensuite pour la surdité? Quid de la construction identitaire d'un enfant entendant dans une famille qui revendique une surdité comme marqueur culturel et identitaire? Ça, c'est des questions peut-être qu'il faudrait se poser. Alors pour conclure, en préparant cette intervention, on s'est demandé quelle articulation serait possible entre ignorance, incertitude et doute, qui sont des termes à définir, et pour l'instant, moi, j'apprends, donc je n'ai pas de réponse, en nous posant la question si l'incertitude ne serait pas un petit peu plus souple que l'ignorance, en permettant peut-être déjà un travail d'anticipation de l'annonce de la maladie, une anticipation qui pourrait jouer un rôle de protection contre l'effroi et certains traumatismes. Alors, on ne parle pas d'une anticipation purement prédictive, technologique, mais aussi d'une anticipation d'accompagnement, à la fois en amont et en aval des politiques de dépistage, parce que l'anticipation, c'est aussi la question de la temporalité, et je vais encore citer Frédéric Worms, qui dit que là où la prévention est collective et en avant, eh bien, la souffrance psychique, elle est liée maintenant, et elle est individuelle. Alors, je conclurai en demandant, est-ce qu'il faut, comme l'écrit Kundera, laisser seul l'homme responsable de son ignorance, ou est-ce qu'un accompagnement, un travail de l'incertitude est possible, ce qui renvoie encore à la question de l'information? Dans un article que vous avez rédigé, Paul Lou, sur l'anticipation, vous parliez d'une éthique de l'anticipation, et je me demandais, est-ce qu'on pourrait aussi penser une éthique de l'appropriation de ces politiques de santé publique, qui sont pensées pour soi, mais en absence de soi, politiques qui, quelle que soit leur extension, ne doit pas nous faire oublier l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc on est sorti du CMV et c'était à mon avis très utile de faire ce détour. On a 5 minutes, pas plus, de discussion malheureusement, parce que
parce qu'on a pris du retard. Et je vous informe tout de suite qu'on va devoir changer de salle pour le reste de la journée, parce qu'on a encore une intervention en visio dans la deuxième table ronde, et que ce sera beaucoup plus confortable pour tout le monde de bien l'entendre. On va aller à l'espace éthique, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais pas tous. Ceux qui ne connaissent pas, restez avec moi. Et donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que Lucille ou Anne Évrard, Lucille Aviola ou Anne Évrard, vous voulez réagir? Ou Vincent? Oui. J'ai une petite question pratique. Merci déjà pour votre intervention, c'était super intéressant. Le dépistage néonatal, c'est plusieurs maladies. Je ne sais pas si les parents pourraient choisir, sélectionner les maladies qu'ils veulent, en fait, parce que pour moi, c'est aussi une problématique, en fait. Ils n'ont pas le choix, c'est soit tout, soit rien. Est-ce qu'en France, c'est possible de cocher ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, ou c'est un kit Alors, je vais voir avec Lucille pour la mucoviscidose. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais pour l'ensemble des maladies qui sont dépistées hors mucoviscidose, je crois qu'il faut simplement signer un consentement de non-opposition. En revanche, pour la mucoviscidose, comme ensuite il peut y avoir lieu, ça peut donner lieu à des analyses génétiques, je crois que le processus est un peu plus complexe. Concrètement, effectivement, la seule maladie pour laquelle les parents peuvent s'opposer, c'est la mucoviscidose, parce que c'est un test génétique. Mais les autres maladies, il n'y a même pas de signature, c'est juste pour en fait, c'est un carton, il y a les ronds où on met le sang, et c'est juste pour la mucoviscidose où les parents signent pour donner l'accord, parce que ce sont des tests génétiques. Ils n'ont pas la possibilité de choisir ceux pour quoi ils sont d'accord et ceux pour quoi ils seraient moins d'accord. Non. Juste une petite remarque, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Voilà. Il me semble qu'en fait, les soignants subissent eux-mêmes une accélération des techniques de dépistage et qui sont peut-être dans une tension forte entre c'est possible, la technique le permet d'une façon tellement plus satisfaisante qu'avant, si on enlève effectivement toutes les questions que vous venez de traiter, Madame Simon, c'était vraiment très intéressant. Et on voit combien la technique a un attrait presque magique, et on a de plus en plus l'impression que la technique va régler les problèmes éthiques, puisque la technique devient plus performante, puisqu'on peut trouver des choses de plus en plus rares, parfois très graves, et de façon de plus en plus précise. Oui, certes, il y a beaucoup de faux positifs, oui, certes, mais comment pourrions-nous ne pas y avoir accès? Je dirais presque, ce phénomène hypnotique de la technique. Ce phénomène, je sais pas. Hypnotique. Soulager nos questionnements. C'est vrai que le terme d'éthique de l'appropriation des politiques de santé publique, je le trouve vraiment complètement adapté, mais effectivement, on peut l'appliquer à la fois aux parents, mais peut-être l'appropriation doit être aussi de la part des soignants. Et on en revient exactement à ce que vous venez de dire sur cette escalade de la technicité, et on a même parfois du mal à intégrer en tant que soignant toutes les évolutions, et ça passe aussi par les difficultés d'information. Donc je crois que l'éthique de l'appropriation peut être à la fois pour les parents et à la fois pour les soignants aussi. Confidentialité, l'analyse de la data, la grande data de maladies, de patrimoine du corps, c'est collecté, c'est analysé, c'est recroisé, toutes ces données qui arrivent dans les laboratoires. Alors on nous rend un diagnostic, mais qu'est-ce qu'on en fait de toute cette masse d'informations médicales? Si Anne Évrard a entendu la question. Oui, j'ai entendu sur la question de la conservation des données. Je suppose que c'est aussi sur les questions de conservation. Il me semble qu'en France, les données issues du dépistage néonatal systématique sont exclusivement utilisées pour ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de réflexions qui sont menées parce qu'il y a une vraie pénurie aussi de données quand même. Et à partir de ces données de dépistage, il pourrait aussi y avoir
des études qui pourraient être permises justement pour les nouvelles thérapies. Mais pour l'instant, les données du dépistage, à mon sens, mais si quelqu'un a une information complémentaire ou plus précise pourra confirmer, elles sont exclusives. Il n'y a pas d'autorisation, parce qu'il n'y a pas de consentement qui a été signé pour les utiliser pour autre chose. Par contre, il y avait eu des questionnements, et pour l'instant, c'est pas arrivé, sur les dépistages au niveau chromosomique, puisque quand on fait des recherches, on tombe sur des spécificités, des atypicités qui n'ont pas de signification connue. Et donc, si on retrouvait d'ici quelques années une signification à ces situations atypiques qui ne semblent pas pathologiques, faudrait-il retourner vers les personnes chez qui on avait trouvé ces situations atypiques pour les en informer? C'était une des raisons pour lesquelles certains généticiens estiment que quand on fait des recherches avec le dépistage non invasif, on doit mettre des caches sur les zones dont il n'y a pas de signe de pathologie, et d'autres disent que non, il ne faut pas mettre des caches, il faut avoir une recherche élargie de façon à pouvoir garder ces données et les réutiliser plus tardivement. Je ne pense pas qu'on ait demandé l'avis aux personnes concernées. Il est vrai que c'est des questionnements vertigineux. Merci beaucoup à toutes les trois. Donc on va aller de l'autre côté du jardin.